Je m'appelle Guillaume Cromer, je suis directeur du cabinet ID Tourisme. Et sur cet atelier, nous allons parler de la génération Z et du Web 3 avec François-Xavier, je ne sais pas dire ton nom de famille. Gomer. Ah, c'est un peu comme moi, un peu comme Cromer. Ok, Gomer de Whitland, qui va se présenter. Tu peux même te présenter tout de suite, comme ça c'est fait. Bonjour à tous, ravi de vous voir aujourd'hui, de pouvoir échanger avec vous. Donc effectivement, je suis un des cofondateurs de Whitland avec Christopher Moisan. Moi, je viens d'abord de l'univers je suis urbaniste, c'est important parce qu'on va parler de sujets notamment de métavers. Et donc, on se pose souvent la question de savoir si on n'est que dans le virtuel. Moi, je crois depuis le début que l'expérience dans la vie réelle ne sera jamais remplacée par le digital. Mais le digital amène une autre dimension qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, j'ai été consultant pendant longtemps dans le secteur de la culture et du tourisme, et puis je suis rentré dans la tech un peu par accident, d'abord avec une start-up qui s'appelle Skyboy, qui fait la réalité augmentée dans le secteur de la culture et du tourisme, et un petit peu dans le luxe, avant de me lancer, il y a un peu moins de 2 ans, dans l'aventure Whitland, dont on va, sur des sujets dont on va parler aujourd'hui. Top. Nous ne sommes pas de la génération Z, tous les deux, peut-être un peu dans la tête parfois. Qui est né en 2000 et après dans la salle ? 1, 2, 3... Les autres, vous pouvez partir. Il y aura 4 personnes à la conf. Bon, il y a 2 semaines, on avait organisé aussi une table ronde sur la génération Z, et plutôt par rapport à la question du tourisme durable sur un autre événement, avec une anthropologue, sociologue et avec d'autres acteurs. Et on avait été critiqués parce que sur la table, il n'y avait pas de génération Z. Bon, après, s'il y a des gens de la génération Z qui veulent prendre la parole, Qui veut venir nous rejoindre, ou même venir nous rejoindre, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, il y a de la place à côté de nous pour en parler. Cette génération Z, pour introduire un peu le sujet, elle est... on dit d'elle beaucoup de choses. C'est souvent ce qu'on dit d'une génération à l'autre, hein, mais on parle d'elle narcissique, impatiente, déconnectée de la réalité, superficielle, fragile, mais aussi qu'elle est hyper connectée, engagée, ouverte d'esprit entrepreneurial, multitâche, etc., etc. On dit beaucoup de choses là-dessus. La question qu'on se pose, c'est... On a des chiffres qui montrent que ça va être une génération qui est très importante aussi en termes de business, en termes de dépenses, en particulier pour nous dans le secteur en fait, des loisirs et du tourisme, mais avec des outils techno qui évoluent fortement. Et en fait, la question, c'est mais comment on parle avec cette génération et avec ces publics derrière cette génération-là. Et donc, ça nous paraissait assez intéressant en fait, de croiser ce regard-là, à la fois un peu sociaux sur la question de cette génération et à la fois après de l'usage en matière de communication, de Web3, potentiellement de solutions en fait, que tu vas présenter. Juste en intro, n'hésitez surtout pas, parce que nous, ce qu'on aime bien dans ce genre de conférence, c'est que vous preniez aussi la parole. Donc si vous avez des questions, il y a des micros, n'hésitez pas à réagir, à challenger, à présenter des idées que vous avez. C'est vraiment l'enjeu de ce genre de conférence. Y compris à nous interrompre, n'hésitez pas. Oui, là-dessus, on est très... je ne sais pas si c'est de la Gen Z, mais vous avez le droit de nous interrompre sans problème. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup plu là, ces derniers mois pour justement parler un peu de cette génération Z. C'est ce bouquin de Salomé Saké qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Qui justement essaye de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on entend en fait sur la génération Z perçue par d'autres générations et des gens plus vieux. Et justement, elle est allée interroger en fait pas mal de jeunes pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tous les mots en fait qu'on entend. Et il y a bien entendu ce qu'elle explique en fait très bien dans son bouquin, c'est que le contexte actuel, ou comment ces jeunes ont grandi, a forcément forgé en eux des choses, que ce soit bien sûr la question de l'appétence numérique et de la facilité d'utiliser en fait, les outils dont d'autres générations ont plus de difficultés aujourd'hui à rentrer dedans, ce côté apprentissage continu, et en même temps aussi des problématiques liées à la planète, et forcément cette forme
de sensibilité assez forte par rapport à des questions liées à, à la crise environnementale, mais aussi à la crise économique de 2008, la crise financière. Donc pas mal de doutes quand même par rapport à une forme de futur. Et on en reparlera, mais c'est quelque chose qui est assez important aussi par rapport à cette difficulté, je sais pas moi, de parler de la retraite pour cette génération, sachant qu'en fait on nous dit qu'on ne sait même pas si on en aura, donc autant en limite presque profiter très vite parce qu'on ne sait pas trop par quelle sauce on sera mangé dans l'avenir. Mais tout ça en fait que ce contexte est assez important à prendre en considération. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette génération Z, elle va être importante à 3 niveaux pour nous professionnels du tourisme. La première, c'est forcément par rapport à la question de l'emploi, parce qu'on sait qu'on vit à travers le tourisme et l'hôtellerie une crise aussi d'attractivité en fait de ces métiers-là, et comment on va réussir à justement attirer un public jeune de saisonniers ou de métiers en continu pour venir bosser dans ce business-là, qui est au final pas le plus attractif du monde aujourd'hui. Et j'en discutais encore la semaine dernière, j'étais dans les Landes de Gascogne et discutais avec un camping avec des hébergements atypiques et tout ça. Il me disait mais moi mon problème c'est le RH quoi. C'est en fait et en plus il va faire de plus en plus chaud, donc en fait les gens vont vouloir moins bosser encore parce que ça va être très désagréable en termes de confort, qualité de vie au travail, etc. Et donc il se posait beaucoup de questions sur son attractivité et s'il n'a pas de staff. Il n'ouvre pas, quoi. Donc son business, il se casse la gueule directement. Et donc il y a des vraies questions d'attractivité emploi. Et donc cette importance, encore une fois, de leur parler et de communiquer avec eux pour aussi peut-être faire évoluer les conditions de travail de certains boulots dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ça va être très important. Deuxième point, c'est la question des nouvelles attentes des visiteurs, parce que ces jeunes vont consommer potentiellement différemment en fait, de leurs aînés. Et là, il va y avoir un enjeu à la fois d'attractivité, de communication, de discussion, de co-construction des offres. Enfin, on peut aller très loin, de fidélisation qui n'est pas forcément sur les mêmes aspects qu'actuellement. On parle de rewarding et des choses comme ça, on va en parler, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et le troisième cible derrière la Gen Z, c'est les habitants aussi. On parle beaucoup d'acceptabilité des habitants par rapport au surtourisme dans certaines zones, par rapport aussi à l'attractivité des habitants dans un endroit, comment perçoivent aussi les jeunes d'une destination touristique, comment ils perçoivent le tourisme et comment on peut les engager pour leur faire comprendre que le tourisme a un rôle économique, un rôle social, etc. etc. Et tout ça fait que l'Office de tourisme a un enjeu clé là-dedans parce que potentiellement, elle touche à ces 3 cibles. Elle n'est pas belle, ma gourde. Elle est trop rouge. Et donc, parce que de plus en plus, moi, en tant que consultant, on voit qu'en accompagnement des offices de tourisme, on dit oui, il faut qu'on parle aux habitants, il faut forcément qu'on parle aux visiteurs et à ces nouveaux acteurs. Mais la question, c'est que cette génération, il va falloir qu'on parle différemment auprès d'eux. Et ça, avec peut-être des nouveaux outils. Donc juste pour introduire et essayer de garder en fil conducteur qu'on n'a pas que les touristes en fait dans cette histoire, on a aussi les habitants, on a aussi en fait les employés et les futurs employés, et donc peut-être aussi avec les écoles et tout ça, mais en fait c'est ces 3 cibles en fait qui vont être importantes parce que l'office de tourisme va au-delà de son rôle uniquement sur la question en fait du touriste et du jeune touriste en fait à faire venir sur un territoire. Donc ça c'était pour l'intro, pour te chauffer. Et maintenant on peut parler un peu de la Gen Z. Toi c'est quoi ton regard FX sur la Gen Z et quelques éléments un peu de... Tu as déjà dit plein de choses, mais pour reprendre quelques chiffres, donc la Gen Z, la génération née entre 96 et 2010, grosso modo, c'est 1/3 de la population mondiale. Dans les pays occidentaux, c'est à peu près 25%, entre 24 et 27%. Donc on n'est pas en train de parler à personne, on est en train de parler à 1/4 de la population chez nous. Et même si vous n'êtes que 4 dans la salle. Même si vous n'êtes que 4 dans la salle. Donc c'est un élément extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'il y a une bascule, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une bascule en 2021 où la jeune génération aux États-Unis, cette Gen Z aux États-Unis, devient le premier pouvoir d'achat dans le secteur du voyage. Et ça, personne ne le sait. En fait, cette jeune génération, qui s'inquiète évidemment de son avenir, a décidé, contrairement aux générations précédentes, de dépenser plus dans de l'expérience que dans son confort au quotidien. Donc, grosso modo, on n'achète pas une voiture, on n'achète pas un appartement ou une maison,
on part à la découverte du monde. Ce qui est un sacré shift aux États-Unis de ne plus acheter de bagnole, hein, pour les jeunes. Voilà. Et donc, le chiffre, vous le voyez, c'est 32 milliards qui est dépensé par la Gen Z dans le travel en 2021. Et évidemment, ces jeunes cette génération qui vieillit d'année en année, commence à peu près tous à avoir un boulot. On en a quelques-uns ici. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà des professionnels. Et donc, va continuer à garder cette habitude. Le référentiel de valeur entre expérience versus confort au quotidien s'est inversé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une génération dont les professionnels du tourisme doivent se préoccuper. Troisième élément, et on en dira un peu plus, mais que ces valeurs, elles sont soutenues par un certain nombre de convictions. La première, c'est le sujet de l'authenticité. On le dira après, vous verrez, on ne trompe pas cette génération. Elle décrypte les messages, elle sait si on est authentique ou pas. Or, elle cherche l'authenticité. Et ça, pour des acteurs du tourisme, on croit souvent que les jeunes veulent juste aller faire des photos Instagram devant l'élément emblématique. C'est pas du tout vrai. Quand on regarde ce qu'ils cherchent, c'est plutôt d'aller rencontrer des nouvelles personnes, d'aller découvrir des nouveaux modes de vie, d'aller sortir des sentiers battus. Et donc, c'est une offre... Du côté sincérité, rencontre, expérience, etc. La deuxième chose, c'est que cette génération est née dans l'idée que la diversité est une richesse et attend de tous d'avoir de l'inclusivité. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que, et ça renvoie aussi à l'authenticité, quand vous faites un acte de communication, il faut tenir compte de cette envie d'inclusivité et de diversité. Si vous avez toujours le même profil, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mis en avant, vous ne répondez pas aux attentes de cette génération. Troisième élément, évidemment, la problématique du développement durable, l'enjeu environnemental. Alors évidemment, difficile d'essentialiser la Gen Z d'ailleurs. Oui, elle est plurielle. Elle est plurielle. Mais globalement, là, il y a des leviers très importants. Ils ne sont pas avides, comme nous tous, de contradictions. Et ils voyagent. Et on sait que voyager, ça a un impact fort sur la question environnementale. Mais pour autant, ils attendent des professionnels du tourisme que cette problématique soit prise à bras-le-corps. Et pas énoncée, mais vérifiée. Et là, on parlera du Web3 tout à l'heure sur ces sujets-là. C'est de pouvoir vérifier que les actions qui sont énoncées en faveur de la planète sont effectivement mises en œuvre par les acteurs qui en font cette communication, cette promotion. Le rapport au travail, effectivement, gros sujet. Quand on a décidé d'aller découvrir le monde, effectivement, on ne décide pas de rentrer à 22 ans dans un emploi CDI et dans lequel on sortira à 70 ans. C'est à peu près ce qui nous attend, donc pas se mentir. Ça, c'est super important aussi. Et donc là-dessus, il faut être hyper souple. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une génération qui est infidèle. Pas du tout. Ils cherchent effectivement à s'épanouir dans leur boulot, ils cherchent des mentors et ils cherchent à s'enrichir dans le travail. Mais pour autant, ils peuvent être hyper bien dans un boulot, et nous on a des startups, on sait très bien, au bout de 2 ans, ils viennent vous remercier en disant c'était génial, j'ai appris plein de trucs, maintenant je vais aller découvrir le monde. Et c'est fine en fait. Et donc à nous, à vous, de trouver les méthodes pour effectivement faciliter l'onboarding. Comment est-ce qu'on prend un jeune et qu'on arrive très facilement à le mettre au travail de manière efficace, et comment on gère l'outboarding. Et c'est tout aussi important. Pourquoi les jeunes se parlent? Je viens de lâcher un super post, c'était génial, j'ai besoin d'aller vivre autre chose. By the way, si tu veux, la place est libre. Et l'outboarding est aussi important que l'onboarding. Et ça, on oublie souvent de le faire. Je suis trop long. En tout cas, juste pour vous dire, ces quelques valeurs-là, elles sont cardinales pour cette génération. Et si vous pensez que demain, vous aurez à gérer, vous devez porter une attention particulière à eux, gardez-les bien en tête. Et là, j'avais rajouté une petite
une petite slide en fait, qui présente un peu des chiffres aussi. Donc 28 millions, donc soit 10% en fait, de la population en 2019, et en 2030, on va passer à 87 millions, donc 30% en fait, de la population. Donc elle va presque tripler en fait, sur ces 10-15 prochaines années. Un facteur déterminant de la croissance des revenus. Donc, comme tu le disais, en fait, leurs dépenses de consommation se multiplieront par plus de 6, en fait, passant de 467 milliards en fait, à 2 billiards en 2030. Cela équivaut à 11% des dépenses totales des ménages. Et derrière, un élément qui est bien sûr très important, c'est la question des compétences numériques. Et forcément, en fait, de l'appétence et du fait d'être né... pas avec un smartphone dans la poche. Enfin, quand je vois ma gamine de 2 ans et demi, je commence déjà à me poser des questions. Mais en tout cas, une vraie facilité en fait, d'usage et d'aller sur ces outils-là. Donc forcément, un décalage aussi qui peut se faire par rapport, que ce soit au patron, au manager, et donc aussi à cette compréhension, que ce soit, tu dis, en inboarding, en outboarding, mais aussi en fait, en comment tu maintiens en fait, cette qualité d'apprentissage au quotidien dans ton taf pour grandir jusqu'à, bah oui, peut-être que oui, la personne ne va pas rester jusqu'à 70 ans, quoi. Mais la question que moi je me pose énormément là-dedans, c'est en tant que destination touristique, mais pas que, ou en tant qu'office par rapport à nos 3 cibles de Gen Z, c'est comment on leur parle, parce qu'en fait souvent c'est la même problématique, c'est bah oui, on va faire, ok, il y a un nouveau réseau social qui sort, où il y a la Gen Z dessus, il y a TikTok, et c'est bon, on va balancer des campagnes. Mais c'est pas parler, ça. C'est juste, en fait, créer du contenu et le balancer pour qu'en fait, on ait une espérance que ce soit vu et qu'il y ait du monde qui vienne dans la destination à un moment donné. Donc c'est quoi le sujet, au fond, lié à la question de parler à la génération Z? On fait des focus group en local auprès des habitants jeunes, on fait quoi? Bah, en tout cas, c'est une première façon de faire. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, les canaux évoluent. Et quand même, à minima, essayons d'être sur ces canaux. Alors, en même temps, j'ai bondi de ma chaise il y a 2-3 jours quand j'ai lu que l'âge moyen d'un utilisateur Snapchat en France était de, roulement de tambour, 36 ans. Qui utilise Snapchat ici ? Voilà, les jeunes, essentiellement, mais pas que, bravo. Donc, à minima, allons-y, et il y a quand même des choses qui évoluent très vite. Je vous donne un petit chiffre, là. 74% des membres de la Gen Z utilisent la recherche TikTok et préfèrent TikTok à Google. Donc, breaking news, tous ceux qui dépensent, là, toutes les destis qui dépensent des fortunes dans du Google Ads, si c'est pour aller chercher la Gen Z, vous êtes juste en train de mettre de l'argent en l'air. Pensez-y. La Gen Z, elle utilise donc plus les outils de recherche. Elle consomme de la publicité algorithmée. Vous verrez, je vous dirai un petit truc là-dessus. Elle n'est pas contre la pub. Par contre, elle veut une pub qui soit adaptée à ce qu'ils aiment, à leurs préférences. Et donc ça, c'est super important. Pas anti-retargeting si c'est bien fait, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Et si c'est sincère. Et si c'est sincère, exactement. La deuxième chose, c'est que dans ce souci d'authenticité, on parlera un peu plus longuement, mais je voulais le dire là, effectivement, la blockchain qui va certifier un certain nombre de choses est quelque chose qu'ils utilisent assez facilement, ou en tout cas avec des courbes de progression bien plus importantes que sur les générations précédentes. J'ai mis quelques chiffres après sur une étude qui est sortie justement sur l'appétence de la Gen Z sur blockchain, Web3, crypto, etc. Ça permettra aussi de donner des chiffres. Et surtout, tu le disais tout à l'heure, ils cherchent des endroits pour communiquer entre eux. Un des gros sujets, on le dira après, mais je lance déjà, c'est que ces jeunes cherchent des lieux communautaires. En fait, ils ne cherchent pas à avoir la fame comme on pourrait imaginer, c'est-à-dire devenir célèbre. Non, ils cherchent des lieux où ils sont confortables pour échanger avec des gens qui leur ressemblent. Ils ont un esprit extrêmement communautaire, même s'ils sont... Et cette communauté doit empiler les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Valeurs de diversité, des valeurs d'authenticité, etc. Donc un élément important, en 2 ans, c'est 400% de progression
d'usage de la blockchain dans cette génération. Et le dernier élément, tu as dit c'est la première génération qui est née avec un smartphone à la main, c'est vrai. Donc à tout le monde, si vous n'avez pas un site responsive, oubliez l'idée d'aller toucher la Gen Z. Hein, ça paraît la base, mais rappelons-le quand même. La deuxième, c'est que c'est une génération qui a gamé et qui game toujours. Le jeu vidéo a aujourd'hui une place centrale dans leur activité de loisirs. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il y a des formats qui permettent justement d'aller engager autour de la gamification cette jeune génération pour leur faire connaître ou découvrir vos destinations. Et effectivement, derrière, il y a la gamification, il y a une valeur qui est importante aussi à leurs yeux, c'est celle de la récompense. C'est la première génération qui a compris avant tout le monde la valeur qu'avait leur parcours digital. Nous, on a été les comptes services en pensant que si c'était gratos, c'était génial. Eux ont immédiatement compris que si c'était gratos, c'était eux le produit. Et encore une fois, ils sont fine avec ça. Si ils sont récompensés pour ça. Je te donne du temps d'attention, je suis fine avec ça si tu me récompenses. Si derrière, j'ai une expérience exclusive, j'ai une partie des revenus que tu as générés grâce à ça, etc., etc. Encore une fois, la blockchain va nous aider énormément. Oui, c'est là où on a des solutions blockchain comme des navigateurs comme Brave calés sur la blockchain où vous allez être rémunéré par rapport aux pubs qu'on vous sollicite au final. Et vous allez récupérer un petit peu quelques tokens d'une certaine crypto, justement par rapport au fait que, bah oui, on sait qu'on joue avec votre attention et donc en échange, bah, vous méritez aussi un peu rémunération par rapport à ça. Alors, comment on leur parle ? Tu me posais la question. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je suis comme ChatGPT, j'ai quelques hallucinations quand je ne sais plus et j'invente des chiffres. Quelques éléments forts. La première chose, c'est l'innovation versus la banalité. Si vous utilisez la même campagne marketing pour toutes les générations et que vous réutilisez la même pour la jeune génération, c'est dead comme on dit. Voilà. Vous n'arriverez pas à les toucher. Ils détestent, ils cherchent à avoir. 75% de la Gen Z attend un contenu unique en ligne qui leur est destiné. 75%. Donc vous prenez le chiffre d'affaires généré par les jeunes dans le travel et vous voyez à côté de quoi vous passez si vous ne le faites pas. La deuxième chose, donc on l'a dit, authenticité versus manque de sincérité. C'est 54% qui veulent des messages vraiment adaptés à leur génération. Donc ça revient sur la même idée. Et surtout, ils démasquent les messages fake en fait. Genre, je vais aller sur ChatGPT, je vais dire tiens, comment est-ce que je dois vendre ça à un Gen Z. Il me donne la première réponse, je la trouve géniale, je la plaque sur ma strat et ça ira bien comme ça. En réalité, il faut être sincère dans votre démarche d'aller chercher cette jeune génération. Troisième élément, sécurité versus peur. Ça, c'est super important. Une bonne campagne doit faire appel à des références qui évitent tous les messages négatifs. Il y a une stat qui m'a vachement interloqué. 71% de cette génération aiment regarder les mêmes séries et les mêmes films que ce qu'ils regardaient quand ils étaient jeunes. Le Roi Lion. Voilà. Je suis passé à côté de ce truc-là, trop vieux. Mais vous avez un jeune de 25 ans, on s'emmerde une soirée, passez le Roi Lion, vous avez tout gagné, quoi. Je rigole évidemment, je provoque, mais pas la charge mentale, mais l'insécurité mentale, le mental health, est devenu aujourd'hui un élément central dans leurs préoccupations aussi. Donc, retrouver un peu ce cocon de sécure, comme tu dis, sur lequel, et peut-être par le film, et peut-être par d'autres choses, par la musique, en tout cas, on peut retrouver en fait une forme de cocon autour de ça, quoi. Et là, on a peut-être aussi des trucs à imaginer en termes de contenu pour cette génération dans les destins, en termes d'offres, en termes de com, il y a plein de choses. La dernière chose, inspiration versus ennui. C'est quand même une génération dont le temps de cerveau disponible s'il s'ennuie est proche de quelques secondes. On est un peu pareil, on ne va pas se mentir, de plus en plus en tout cas. Mais donc, n'hésitons pas dans nos messages à aller dans un contexte assez émotionnel. Faire peur, c'est pas bon, on l'a dit. Faire pleurer, c'est peut-être pas si mauvais de temps en temps. Faire rire, évidemment. 50% des jeunes qui ont été interrogés dans une étude
disent que la meilleure pub qu'ils ont eue, c'est celle qui les ont fait rire, évidemment. Et donc, je le redis, il y a une façon de parler à cette génération qui pèse aujourd'hui et qu'il faut intégrer dans vos messages si vous voulez effectivement optimiser cette cible de clientèle. Quand on t'écoute, c'est clair que ça veut dire que les campagnes neutres, ça marche pas, quoi. Il faut mettre de l'émotion, il faut y aller, il faut que ça bave, en gros. Si tu es sur un sujet, il faut que tu ailles à 1000% en fait, dessus et pas juste un tout petit peu, quoi. Et c'est ce qui est jamais évident en tant qu'institutionnel et office de tourisme, quoi. D'y aller franco sur un sujet, c'est quand même pas évident du tout parce que tu as les élus derrière, etc., etc. Et donc, comment tu fais pour dire on y veut vraiment, machin. Alors que là, il faut tabasser, quoi. Beige is bad. Voilà. Ou en français, on dirait le gris, ça marche pas, quoi. Après, on parlait des nouveaux outils d'engagement de la Gen Z et il y avait cette slide donc pour parler de l'avatar conversationnel. Oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui, la question de la discussion. Bien sûr, on a parlé de ChatGPT ce matin et de l'IA générative et tout ça. C'est utilisé aussi et beaucoup par les jeunes, on le sait un peu. Ouais, alors j'ai recherché le chiffre, j'ai pas trouvé. C'est pour moi le nouveau canal de communication massif envers cette génération. Il a plein d'avantages, d'être ouvert 24/24, 7 jours sur 7, mais il a cette dimension compagnon en fait, qui rassure. Et aujourd'hui, il y a de très nombreuses boîtes qui sont en train de monter des avatars conversationnels, soit pour vous accompagner dans vos tâches au quotidien, soit pour vous accompagner dans des voyages, etc. Et évidemment, il va apprendre à vous connaître, et il va finalement devenir votre meilleur ami. Donc cette forme d'assistant personnel qu'on a vu se développer un peu dans le tourisme d'affaires, mais de manière pas du tout avatar conversationnel, plutôt en mode je sais pas, un outil assez basique en fait, qui te permet d'aider ton organisation. Là, on va beaucoup plus loin avec vraiment un peu comme les doubles. Mais exactement. Il va comprendre tes goûts, il va comprendre tes attentes, il va même du moment, et il va pouvoir faire des recommandations. Pourquoi c'est important de vous le dire ? Parce qu'en fait, cet avatar conversationnel, il peut se baser sur vos spécificités si vous décidez de le nourrir, de le mettre en place. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que votre métier, vous, dans le secteur du tourisme, c'est d'aller faire la curation de la data dans lequel ces avatars conversationnels, ces compagnons vont aller taper pour pouvoir être le plus pertinent et leur parler correctement des offres que vous voulez leur pousser. Et donc ça, c'est extrêmement important. Mais ça, c'est potentiellement une vraie révolution en fait, pour l'Office, parce qu'en gros, c'est une part des métiers de l'Office qui est directement disruptée par un outil techno où tu te dis qu'en gros, la compétence au sein de l'Office doit évoluer pour aller nourrir en fait, la bestiole, pour amener cette curation auprès du visiteur. Ouais, mais je vais le dire plus positivement. C'est un magnifique outil pour aller parler à une génération dont vous ne pouvez pas vous préoccuper, vous préoccuper. Je me mets à la place d'un office pour ça. Et donc, je pense qu'il ne faut absolument pas en avoir peur. Au contraire, il faut se dire, j'ai une opportunité. C'est pas si compliqué en vrai. Et on n'est pas là pour décliner tout ça, mais j'en parlerai individuellement avec vous volontiers. C'est extrêmement important. Et pourquoi en plus c'est important ? C'est qu'on n'imagine pas ce qui passe dans une conversation. Et donc, la façon dont vous allez pouvoir mieux connaître cette génération, leurs préoccupations, leurs attentes spécifiques lorsqu'ils viennent en voyage ou en séjour chez vous, c'est une mine d'or. Et donc, ne laissez pas à ChatGPT global le soin de récolter toutes ces informations. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT pour dire je pars en week-end pendant 3 jours à Etretat, qu'est-ce que tu me proposes de faire ? Qui récupère la data ? Pas l'office des touristes d'Etretat. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais je les aime beaucoup. Et donc aujourd'hui, mettre en place ces outils, c'est s'assurer de mieux comprendre et donc du coup de pouvoir pousser aussi auprès de cette génération les bonnes offres. On arrive sur notre sujet petit à petit parce que tu parles forcément de data, de sécurisation des données pour qu'on file pas ça à des grosses boîtes comme OpenAI et autres Microsoft et Hawks. Et donc d'essayer de maîtriser en fait cette propre donnée. Et c'est là qu'on arrive à cette question de la promesse du Web3 basée sur un protocole que j'ai présenté ce matin, blockchain, où derrière on a cette promesse en fait de
la sécurisation des données, la transparence, la décentralisation et le fait qu'on ne refile pas tout à une seule bestiole qui va se nourrir grassement en fait, de nos données personnelles. Et je l'ai rappelé dans mon atelier avant à 11h30, mais il ne faut pas oublier que ces grosses entreprises ne vivent que de ça, ne vivent que de notre data, quoi. À part peut-être Apple parce qu'ils vendent du hardware, mais néanmoins, ils ont aussi une grande part en fait liée à la pub et donc et la pub est liée forcément aujourd'hui à cette donnée qui est récoltée pour faire de la pub sur mesure, que ce soit sur du retargeting ou autre, quoi. Je voulais simplement vous présenter quelques chiffres par rapport à l'appétence de cette génération. Il y a une étude qui est en ligne là, qui s'appelle Web3 Culture, qui est hyper intéressante à regarder avec des chiffres. C'est Fred Cavazza qui était venu intervenir ici il y a quelques années à Pau, consultant spécialisé numérique usage. Et donc ça s'appelle Comment le Web3 transforme les usages numériques et les attentes de la Gen Z. Et je vous ai mis quelques chiffres là. On ne voit pas très bien, mais je vais essayer de vous les lire. En gros, nous allons vous présenter différents types, des différents termes indiqués pour chacun d'entre eux si vous les connaissez. 67,42% de la Gen Z connaît ce terme, les NFT 45% connaissent ce terme, blockchain 22,37%, Web3 10,32%, DAO 9,40%. On était en mars 2022. Je ne suis pas sûr que cette étude, on la met sur l'ensemble de la population. Les chiffres sont aussi importants. Donc il y a quand même un intérêt parce qu'aussi, on en parle beaucoup de ces sujets sur les réseaux. Parmi les sites, applications et jeux suivants, indiquez ce que vous visitez. Discord 53%, Fortnite 52%, Roblox 24%, Coinbase, donc un exchange pour de la crypto-monnaie, près de 14%, MetaMask qui est un hot wallet, un portefeuille en ligne pour la crypto, 12%, etc., etc. Il y a seulement 18% en fait de la Gen Z qui ne connaissent aucun de ces termes-là, qui est très lié en fait au Web 3. Quelles sont vos motivations à l'égard de l'acquisition de crypto-monnaies? Plusieurs réponses possibles. Premier, me constituer une épargne, 52%, profiter d'une montée de leur cours, 44%, diversifier mon épargne, s'affranchir des banques, 22%, etc., etc. Quel type de NFT possédez-vous ou envisageriez-vous d'acquérir? Une œuvre artistique digitale, 51%, un objet, personnage, accessoire lié à un jeu vidéo, 50,67%, des cartes virtuelles à collectionner, 24%, etc., etc. Donc on voit en fait par ces différents chiffres. Et combien pensez-vous avoir déjà dépensé en objets virtuels, NFT compris? La moyenne, on est entre 100 et 1000 euros, de 25,85%. Donc on était sur une étude de mars 2022. Et on a quand même 23% qui a déjà en gros dépensé entre 10 et 100 euros et 25% qui ont dépassé et 9% qui ont dépensé plus de 1000 euros sur des outils, enfin sur des NFT et donc autres usages au final sur le Web3. Donc c'est des chiffres quand même assez importants. C'est quoi ton regard par rapport à tout ça? Forcément, ça vous parle. Tu te dis, il y a un vrai sujet. Ouais, avant de parler de l'espace digital, ce qu'on n'a peut-être pas dit encore, c'est qu'il y a une grosse inquiétude des générations plus anciennes qui est de se dire mais alors ces jeunes ils vivent que dans la vie digitale, c'est horrible, l'enfermement digital, quel enfer, etc. En réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Oui, cette génération a une vie digitale intense, mais elle a aussi une vie dans la vie réelle tout aussi intense. Et en fait, elles ne font pas... elles ne matchent pas les deux, elles savent très bien quand elles sont dans la vie réelle et quand elles sont dans la vie digitale. Mais pour autant, elles attendent de l'expérience digitale la même qualité d'expérience qu'ils ont dans la vraie vie. Et donc, le site internet un peu chiant, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. D'où l'appétence aussi sur l'IA générative, parce que justement, tu as de l'échange, tu as une discussion qui se crée en fait avec ces IA et tu as envie presque de passer du temps pour conversationner au final. Et donc sur un sujet qui traverse beaucoup ces générations et encore plus la génération d'après, qui est la question de l'identité de chacun, des individus, ils peuvent avoir des... Réel et virtuel. Exactement, réel et virtuel. Ils peuvent avoir des identités différentes dans la vie réelle et dans la vie virtuelle. Et c'est fine, en fait. Et du coup, ils cherchent les moyens de se créer cette identité virtuelle. Et là, on rentre dans des choses intéressantes. Moi, quand j'étais gamin, j'avais la chance, j'allais trekker avec mes parents. On allait traverser pendant des semaines des territoires. Et à la fin de chacun de ces treks,
je l'ai tanné pour qu'il m'achète le badge du territoire qu'on est de parcourir. Ce badge-là, je suis sûr que ça parle à ma génération, ce badge-là, je le collais sur mon sac à dos. J'ai déjà raconté, quand à 15 ans, je me pointais et je mettais mon sac à dos sur la table de camping, j'étais super fier de moi. Parce que mon sac à dos portait mon identité de voyageur. Dans la vie digitale, c'est exactement la même chose. Et le NFT, notamment, il sert à ça. Il sert à permettre à ces jeunes, passionnés par le voyage, de pouvoir se créer dans le monde digital leur identité. Et donc derrière tout ce qu'on raconte, ce n'est pas juste des chiffres qui s'entassent. C'est des pratiques, c'est des usages qu'il faut comprendre, maîtriser et dont il faut simplement proposer le service. Et c'est là, tu te dis même, tu vois, on est dans la région de Nouvelle-Aquitaine qui est à l'origine de Terra Aventura. Tu parles de badge, forcément, c'est un truc qui parle énormément ici dans cette région et qui correspond. Moi, quand je vois des jeunes dans ma famille qui habitent dans cette région et qui, dès qu'on vient, veulent nous emmener sur des nouvelles caches pour récupérer des nouveaux badges et les mettre sur les sacs à dos et tout, ça leur parle. Et tu te dis, mais la traduction en numérique et en Web3, elle paraît tellement logique aujourd'hui de basculer, quoi, pour qu'en gros, il y ait ce pendant-là, et après, pour les emmener sur d'autres rewarding, et après, faire qu'ils retournent sur de nouvelles caches dans le territoire, dans les territoires, quoi. Alors, deux outils dont je vais parler, ce qu'on appelle le métavers, mais plus personne n'ose prononcer le mot parce que, évidemment, il y a eu quelques bad buzz ces derniers temps. Monde virtuel. Donc, monde virtuel 3D, et puis après, les NFT. Le monde virtuel 3D, c'est juste l'expérientialisation de votre site internet. Plutôt que de scroller des pages, passer d'un onglet à un autre, on va en fait se déplacer à l'aide d'un avatar. On va spatialiser tout ça. Mais en vrai, c'est la même chose. Et donc le sujet, pour moi, c'est, excusez-moi, je parle souvent avec des anglicismes, vous me pardonnerez, c'est la stickiness avec votre marque, avec votre destination. Vous savez, je pense, à peu près tous très bien combien de temps une personne passe sur votre site internet. Probablement quelques minutes. Moi, ma question, c'est comment je crée un univers expérientiel qui va raconter la même chose, mais avec le langage, l'expérience attendue par la jeune génération. Et donc, c'est quoi? C'est des univers 3D que l'on crée, qui ressemblent évidemment un peu à votre territoire, mais qui n'en est pas à la reconstitution fidèle. Moi, je crois à date assez peu à ce qu'on appelle le digital twin, le jumeau numérique, parce que l'objectif, ce n'est pas qu'ils connaissent complètement votre territoire, c'est leur donner envie de venir et d'aller sortir des sentiers battus. Et donc, on crée des univers 3D comme cela, où on va pouvoir effectivement aller consommer des contenus, ne pas avoir une expérience seule. Alors là, j'ai l'air seul, mais je crois que j'ai une autre slide après où on se voit. On va pouvoir aller collectivement. Mon cousin est à Marseille, j'habite à Kuala Lumpur, je suis en train de préparer mes prochaines vacances. Vas-y, viens, jump dans mon monde. Et le monde des territoires, des destinations, et on va aller découvrir ce qu'on peut faire. Et avec ce côté justement partage avec d'autres qui partagent peut-être justement les mêmes envies, les mêmes choses, comme tu disais, en fait, ce côté communautaire qu'on va retrouver en fait sur cet espace-là. Et la bonne nouvelle, c'est que derrière tout ça, il y a des business models. On va pouvoir faire du placement produit, mettre en avant. On peut évidemment cliquer sur des liens. Une personne qui un sociopro qui est mis en avant dans cet espace-là, je peux en un lien retomber sur sa marketplace, peu importe. Donc on va pouvoir créer ces assets digitaux. Un jeune qui a un avatar, il va vouloir aussi qu'il se distingue des autres. Donc je vais pouvoir créer, comme on crée la casquette, le t-shirt, le sac à dos, peu importe, brandé à l'image de votre territoire ou de votre destination, on va pouvoir le mettre en vente. Ou on va pouvoir l'offrir si effectivement dans cet espace, il fait des quêtes, il se challenge entre copains. Les 3 premiers qui ont répondu à cette quête ou qui ont réussi à faire je ne sais quoi, on va les récompenser en donnant cet asset digital brandé et qu'ils seront ravis de porter et de porter dans les autres territoires. Et évidemment, on va pouvoir y mener des événements collectifs. Et ça, c'est super important.
tout le monde ne peut pas aller, j'en sais rien moi, dans un événement, un festival, parce qu'on est loin. Tomorrowland, tous ces gros événements. Et donc en fait, aujourd'hui, dans ces mondes, on est capable de live streamer ces événements et de permettre à toute personne qui ne peut pas s'y rendre physiquement, pour des questions économiques, pour des questions d'accessibilité ou de handicap, pour des questions sanitaires, pour des questions de développement durable, par des convictions profondes qu'aujourd'hui prendre un avion pour aller à Tomorrowland, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, il y a peut-être d'autres choses à faire, et ben de pouvoir quand même participer à ces événements. Et donc ce que je veux dire, c'est le prix d'un espace 3D comme celui-ci, déjà c'est pas plus cher que de créer son site internet, juste pour que vous ayez une idée en tête. Mais en plus, il y a des nouveaux business models derrière qui peuvent intéresser vos destinations. Et en tout cas, qui vont intéresser la jeune génération. Je pose une question qui sera peut-être posée, mais pour toi, c'est quoi? En gros, pour un office de tourisme, demain, il faudrait avoir un site web en fait, plutôt classique qui va correspondre à une certaine cible en fait, de la clientèle qui ne sont pas forcément la Gen Z, et à côté, un espace virtuel 3D pour justement une certaine population qui veut un peu plus de communautaire, d'événementiel, etc., etc. En fait, c'est une espèce de plugin presque en fait, sur ton site qui est ton site vitrine un peu que tu as fait classiquement. 100% aujourd'hui, ces espaces 3D sont accessibles depuis le web. C'est-à-dire que c'est comme cliquer sur un lien. Donc ce lien, tu vas le mettre comme tu veux. Ça peut être un onglet, ça peut être un bouton sur ton site internet, ça peut être un link in bio sur tes réseaux sociaux, tous les points de contact possibles. Et ce n'est qu'un point de contact supplémentaire. Il y a des études aujourd'hui qui montrent qu'une prise de décision, alors excusez-moi parce que j'ai le chiffre dans un autre domaine, mais je suis sûr que c'est à peu près pareil. Il faut 15 points de contact entre la vie réelle et la vie digitale pour engager un acte d'achat. Et évidemment, plus le point de contact est long, plus vous avez une chance de transformer. Un petit message sur les NFT, et après je vous laisserai la parole, préparez vos questions, vos remarques. C'est quoi déjà un NFT? Ouais, je l'ai dit un peu ce matin, mais... Tu l'as dit un peu ce matin, tout le monde était peut-être là. Dans la vie digitale, dans la vie réelle, vous avez des biens de consommation. Vous avez vos chaussures, vous avez vos t-shirts, vous avez vos voitures, etc. Et donc à un moment, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que dans le digital, il n'y a pas des choses qui pourraient vous appartenir? Et donc en fait, un NFT, Non-Fungible Token, c'est un objet digital qu'on a certifié sur la blockchain et dont on va pouvoir effectivement sourcer qui en est le propriétaire, quel a été son historique, qui l'a édité, etc., etc., combien il a coûté, si je l'achète, si je le revends, etc. Non fongible, ça veut dire qu'en gros, fongible, ça veut dire qu'un euro égale à 1 euro et on peut remplacer la pièce d'1 euro par une autre pièce d'1 euro, ce sera toujours la même valeur. Non fongible, ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas remplacer cette gourde par cette bouteille d'eau. C'est deux choses différentes et c'est deux objets qu'on ne peut pas échanger. Et donc, il y a un seul propriétaire en fait, sur un objet. Et dans le numérique, ça sera comme ça. Alors, dans le secteur du tourisme, il y a peut-être d'autres applications. Je vous en donne quelques-unes pour que vous ayez en tête les choses. La première chose, c'est le souvenir. C'est le badge dont je vous parlais, que moi je collais sur mon sac à dos, qui là, cette fois-ci, a été digitalisé et qui va me permettre de me créer mon identité de voyageur dans le digital. Les fameuses pièces qu'on a sur certains sites de visite, Monnaie de Paris, etc., par exemple, qui sont d'ailleurs en projet, je crois, ou ça a été fait, je crois, en NFT d'ailleurs. Le deuxième, il est à mon sens beaucoup plus intéressant, enfin en tout cas un step de plus, c'est celui qui va permettre de créer ce sentiment d'appartenance à une communauté. Je rentre dans la communauté et donc vous en entendrez parler demain et je les remercie d'être là. Dunkerque a lancé sa première collection de NFT très spécifiquement dédiée à la communauté des kitesurfers français. L'objectif étant effectivement que puisque j'ai acheté ce NFT, puisqu'en l'occurrence, c'est des gens qui l'ont acheté, 59 €, en contrepartie de quoi ils vont avoir des utilités dans la vie digitale ou dans la vie réelle. Dans la vie réelle, c'est d'avoir accès à des cours de kitesurf sur place gratuitement ou avec un prix discount. Ils accueillaient le championnat du monde de kitesurf cet été. C'était la capacité d'avoir des expériences hyper exclusives, d'ailleurs qu'on ne pouvait pas acheter, comme par exemple pouvoir
participer dans le zodiaque de l'organisation du championnat du monde, être sur le plan d'eau et avoir les champions qui se challengeaient juste devant soi. Donc ça, c'est super important parce que cette Gen Z, elle attend une expérience exclusive. Et donc c'est une façon, à un moment, de reconnaître les gens qui ont fait quelque chose de positif, ils sont venus sur son territoire, en contrepartie de quoi je vais te donner une expérience exclusive. Et on va se reconnaître entre nous. Et on peut fidéliser beaucoup plus facilement parce qu'on peut continuer cette conversation avec eux pour les amener à revenir une autre offre très du sur-mesure. Ou de se retrouver dans le métavers de Dunkerque, entre kitesurfers, en se donnant rendez-vous de temps en temps pour pouvoir échanger un certain nombre de choses. L'espace digital 3D. Troisième élément qui est très important parce qu'il renvoie aussi à cette question de trust et d'authenticité et de vérifiabilité. C'est que quand on achète un NFT, le smart contract, excusez-moi, j'emploie des termes techniques, mais le smart contract, c'est quoi dans un NFT? C'est le petit programme informatique qui dit très exactement ce qui va se passer si je l'achète, par exemple. Et on va pouvoir flécher une partie de ces revenus vers une action for good, bonne pour dans votre stratégie d'ouverture. Et c'est là que tout d'un coup, je disais, il ne suffit pas de dire on fait quelque chose de bien pour la planète. Là, tout d'un coup, on va pouvoir vérifier que ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Parce que tout le monde a accès à ce smart contract et peut vérifier que si j'achète 100 € un NFT, il y en a 10 € qui vont aller directement à telle association pour telle opération, tel bénéfice. C'est super important. Et c'est ce qu'attendent aujourd'hui cette génération. Le dernier, c'est évidemment l'idée de reward, c'est-à-dire de dire si jamais tu me donnes notamment du temps d'attention, en passant du temps dans mon espace 3D, en remplissant un certain nombre de quêtes, en faisant venir un copain, etc., découvrir, je vais te récompenser pour ça. Et ça, c'est pareil, je vais pouvoir le faire automatiquement. Le smart contract peut intégrer cette dimension de reward automatiquement si on le souhaite. Top. Il nous reste un quart d'heure. Je vous laisse la parole. La parole est à vous. Je reviens avec le micro pour le captage. Bonjour, Julia de Tom.travel. Moi, j'avais une question sur les mondes virtuels 3D. Tu disais, François-Xavier, que ça pouvait donner envie d'aller dans la destination. Mais finalement, pour avoir accès à ces mondes virtuels, il faut déjà avoir eu un contact finalement avec cette destination, aller sur le site internet, etc. Comment ça se passe du coup ? Oui, tu as raison, c'est pas magique. Il va falloir créer la notoriété. Comme un site internet, vous n'avez pas de référencement, vous pouvez toujours courir. Donc effectivement, le sujet est de savoir qu'il existe. Et ça c'est le boulot de l'Office du tourisme, de faire la promotion de son territoire et de trouver les bons canaux pour aller le mettre en avant. Donc je le disais, c'est quoi? C'est quand même effectivement d'avoir un onglet, un bouton sur le site internet, mais c'est aussi d'aller sur les réseaux sociaux, faire la promotion, faire des stories, intégrer dans ta story le lien directement vers ce monde 3D. C'est pourquoi pas aller proposer, je suis sûr certains d'entre vous font appel à des influenceurs, des créateurs de contenu, je préfère dire, mais peu importe, pour faire la promotion de vos territoires, de proposer à ces créateurs de contenu de faire venir dans leur monde, dans leur espace 3D, pour 1 heure d'échange avec leur communauté. Donc c'est effectivement, il y a toute une dimension marketing à mettre en œuvre pour s'assurer que ce site est connu et fréquenté le plus possible. L'avantage par rapport aussi au sujet comme là sur Dunkerque avec le kitesurf, c'est que tu arrives aussi sur un sujet très communautaire. Et le fait d'arriver en fait par ce sujet très communautaire, c'est que tu parles pas que de la destination au départ, tu parles de la thématique qui va après ouvrir. Et ça veut dire que là, peut-être que le rôle de l'Office en termes de contenu est d'aller au-delà en fait en termes d'animation de la communauté et d'aller au-delà de la question de la destination et de l'offre qu'il y a dans la destination, mais de parler, je sais pas moi, de l'actualité du kite qu'il y a, etc. et d'essayer d'être beaucoup plus large pour après se dire ça, c'est de gens. Et après de le faire sur différents sujets, parce que forcément dans une destination, il y a plein de thématiques claires sur une desti. Tu as raison de le rappeler, et si je peux me permettre de donner un peu les coulisses de la réflexion qu'on a eue avec Dunkerque. Dunkerque avait une démarche très proactive de dire je veux tester ces nouveaux outils. Et donc effectivement, ils me disent FX, est-ce que tu peux nous accompagner sur ce sujet? Très bien, à qui vous voulez parler? Aux jeunes? C'est un peu large. À qui vous voulez parler? Aux étudiants?
c'est qui les étudiants? C'est un peu large. Et en fait, c'est en travaillant sur les spécificités de ce territoire, moi je les ai questionnés, quels sont vos objectifs, vos orientations à 3-5 ans, qu'a émergé la question du nautisme, qui est une décision stratégique, affirmée, validée de l'Office du tourisme de Dunkerque pour un développement dans les prochaines années. Et là, on a commencé à creuser un peu, je me suis rendu compte, ce n'est pas du tout nous, qu'ils accueillaient pour la première année une manche du championnat du monde de kitesurf. Et là, j'ai dit, là, j'ai une communauté. Là, j'ai une communauté. Alors, on va rentrer d'abord par cette communauté. Mais l'année prochaine, on va peut-être aller chercher une autre communauté. L'année d'après, encore une autre communauté. Et finalement, c'est dans cette mosaïque-là qu'on va réussir à parler aux cibles, à la clientèle que cherche à attirer l'Office du tourisme de Dunkerque. Et ton espace virtuel sera assez logique avec ces différents points, chambres, je ne sais pas comment on peut les appeler. Une autre question, une remarque? Merci beaucoup pour cette présentation, super intéressant. Du coup, moi j'ai une petite question. Tout à l'heure, vous avez évoqué Quentin Guénaud, Société et nous. Donc je suis aussi un petit peu en travail pas mal avec la Gen Z, etc. Et du coup, moi j'ai une question. Vous avez parlé d'espace virtuel, de métaverse, etc. Et au début de la présentation, ce qui a été évoqué, c'est l'accessibilité et le responsive notamment. Quel est ton point de vue vis-à-vis justement de cette accessibilité? Parce qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, on peut tous accéder à des jeux vidéo comme Fortnite, Roblox, etc. On sait aussi que sur le téléphone, c'est beaucoup plus complexe. Tout le monde n'a pas le budget pour se payer un iPhone 15 qui nous permettrait effectivement d'y accéder très simplement. Mais est-ce que vous avez des insights là-dessus? Tu as une super bonne question, merci. Je suis d'accord, il y a encore quelques enjeux techniques. Pour autant, nous, on utilise par exemple la plateforme spatiale pour intégrer nos espaces 3D de destination, qui aujourd'hui sont quand même accessibles avec des smartphones qui ne sont pas des smartphones de compète. Donc moi, je crois très fort que... il faut créer des mondes qui ne sont pas uniquement accessibles à des ordis de gamers et à des gens qui sont avec les dernières générations de casques de réalité virtuelle. Parce que là, vous passez 100% à côté de votre cible. C'est-à-dire que vous restreignez votre cible potentielle aux gamers. Alors même si j'ai dit que 80% de la Gen Z jouait, ils ne jouent pas tous avec des outils de des ordis de gamers qui coûtent quelques milliers d'euros. Donc aujourd'hui, on a quand même des solutions. Les choses avancent très vite et je vous engage aujourd'hui, nous sur les derniers espaces qu'on a créés pour des destinations, les jeunes préfèrent y accéder avec leur smartphone que sur un ordinateur. Oui, Jean-Daniel de Saint-Émilion. Tu parlais de la Gen Z qui cherchait de l'inclusif. On a notre community manager qui a fait une publication sur Facebook pour la Saint-Valentin d'un mec qui demandait la main à son copain devant l'église monolithe, donc en mode inclusive et tout à fait normal pour elle, en disant peu importe, mais venez à Saint-Émilion, qui vous êtes, mais venez à Saint-Émilion, et tollé les élus, les administrateurs ont vu passer la com et on demandait à la modifier. Si elle avait fait cette publication sur TikTok, que nous n'avons pas, hein, mais peut-être qu'ils l'auraient pas vu, et en fait ils auraient dit, en fait on s'en fout. Et je me pose cette question, est-ce que le canal est important, et est-ce que justement il faut absolument passer par des canaux pour compartimenter, de façon à ce qu'une génération soit séparée d'une autre? Alors, première chose, c'est bravo à l'idée. Encore une fois, je l'ai dit, si vous êtes beige, vous avez perdu avec cette génération. Donc vous avez raison, il faut aller chercher des messages qu'ils veulent entendre et sur des valeurs avec lesquelles ils ne négocient pas. Je sais que c'est pas simple. J'ai travaillé pendant 10 ans pour les collectivités territoriales. Je sais ce que c'est que de bouger des élus qui sont loin de comprendre tout ça et qui vont parfois contre leurs propres valeurs. Là, c'est la conviction que vous allez mettre pour y aller. Sur la question précise que tu poses, oui. Je pense que cette pub-là, tu ne vas pas la mettre sur TF1 à 20h, ce spot-là. Voilà. Par contre, effectivement, parce que tu ne cherches pas à parler à la ménagère de plus de 50 ans quand tu crées un poste comme celui-là. Tu cherches à aller parler
aux jeunes, parce que tu penses qu'ils ont eux aussi plein de choses à vivre sur ton territoire. Ouais, je pense qu'il faut aller chercher les bons canaux de communication et évidemment des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, donc pas Facebook, par exemple, parce que là tu touches la ménagère de plus de 50 ans, mais évidemment des réseaux sociaux qui sont utilisés par cette génération. Ouais. TikTok, très bien. D'autres remarques, d'autres questions? Il s'est fait virer ou pas? Bonjour. J'ai une question concernant l'aspect légal, puisque là, généralement, nous, on est des institutions, et si par exemple, on a créé notre propre NFT, on a mis des ventes, et niveau comptabilité, nous, est-ce qu'il y a des avancées en termes légaux? Parce que là, si par exemple, on se fait hacker, personne ne va nous protéger, je pense. Parce que là, il y a un vide en termes légaux. Est-ce qu'il y a des avancées selon vous Écoute, concernant ce sujet? Merci. Merci pour la question. C'est vrai que ça reste encore un peu compliqué. Et donc là, je ne peux rien dire et ça va à ce stade à l'encontre de la blockchain et la décentralisation totale auquel on est 2 militants, on aspire. Ça passe par un intermédiaire de confiance. En l'occurrence, c'est typiquement ce que jouent nous et d'autres. C'est-à-dire de dire à un moment, on va prendre nous la responsabilité qui nous est déléguée par notre client, en l'occurrence l'Office du tourisme, pour s'éviter les complications de à qui appartient le wallet, si c'est un agent, quelle responsabilité il a par rapport à ça, etc. Ça, c'est évidemment encore assez complexe et je pense que ça mettra encore quelques années à changer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de mettre tout le monde dans une démarche, de comprendre ce que c'est que la décentralisation avant de pouvoir la mettre en place 100% dans des institutions comme les vôtres. Ça veut dire que concrètement, là, sur Dunkerque, c'est Wheatland qui a minté les NFT et donc qui les a commercialisés via une plateforme. Notre plateforme. La vôtre plateforme directement. Et en gros, après, les gens, les individus ont acheté ce NFT et vous avez récupéré en fait l'argent sur le wallet. Exactement. De Wheatland. Exactement, 100%. Okay. 100%. Et après, qu'on repasse en fiat. Et après, tu repasses l'argent en crypto-monnaie qui est sur ton wallet de ta boîte en monnaie fiduciaire, moins les filles, directement sur le compte de l'entreprise. Mais comptablement, je ne sais pas après comment ça se gère en termes de preuve comptable qui correspond à la facture de... Oui, mais une vente, alors, c'est de l'argent qui revient de ton wallet, machin, etc. Il y a plein de façons de s'arranger avec la collectivité. Ou avec ton expert comptable. Ou avec ton expert. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est plus compliqué. C'est pas compliqué. La complication, c'est que la collectivité territoriale ait son propre wallet. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, on passera un cap. Ou quand la collectivité deviendra une DAO. Mais là, on passe aussi à un cap. Pardon. Question? Remarque? Une question, alors pour faire un clin d'œil ce matin, je dirais que c'est un paradoxe. On nous dit, la Gen Z, ils ont besoin effectivement d'authenticité, ils détectent les fakes, etc. Et quelque chose qui m'échappe, c'est comment ils peuvent être influencés par des gens qui sont financés. Non, mais super bonne question. Et en réalité, parce qu'ils croient dans la capacité de ces gens financés à faire leur propre curation. Choisir tel ou tel deal avec parce que ça correspond quand même à ses valeurs. Exactement. Bruno Maltor, Bruno, tu peux venir s'il te plaît pour répondre à cette question. Non, mais c'est évidemment un vrai sujet. À partir du moment où on te paye pour faire la promotion d'un territoire, est-ce que tu deviens complètement... est-ce que tu oseras montrer des choses ça, c'est la responsabilité de chaque créateur de contenu, de chaque influenceur. Et en réalité, en fonction de sa réponse, il va attirer une communauté ou une autre. Dont certains pourraient avoir des bad buzz assez rapidement, d'ailleurs, s'il y a un mauvais choix par rapport... On est toujours sur cette question de la confiance et de la défiance en fait, de l'individu avec un créateur de contenu ou avec un organisme lambda. Regardez comment, effectivement, certains comptes, après un bad buzz, perdent 10%, 30%, 50% de leurs followers en quelques minutes. Et donc en fait, aujourd'hui, quand tu es créateur de contenu,
que tu dois gérer une audience, hein, pas forcément une communauté, parce qu'on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais sur les réseaux sociaux, on a surtout une audience, on n'a pas une communauté. Et je pense que d'autres outils permettent justement d'aller créer une communauté. Mais aujourd'hui, ils ont 100% conscience que, notamment dans le travel, moi je trouve que on serait dans le marketing du luxe ou de la beauté, peut-être je tiendrais un langage différent, mais quand je vois la qualité aujourd'hui de créateurs de contenu français qui soit naviguent uniquement dans l'Hexagone, soit vont dans le monde entier, et comment justement ils mettent en valeur des producteurs, des offres en dehors des sentiers battus, etc. Je trouve qu'ils font un travail formidable. Et s'ils le font, et si on commence à sentir une perte d'authenticité à cause de prestations rendues, je pense que leur audience diminuera. Une ou deux dernières remarques ou questions, ou expériences que vous faites chez vous, ou questionnements que vous faites au sein de votre territoire? C'était pas un territoire. Désolée. Oui, moi j'avais une question. Tu disais qu'il y avait une conscience écologique parmi la Gen Z. Et je reviens sur les mondes virtuels, c'est quand même des choses qui consomment beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est pas contradictoire quelque part? Si tu trouves un truc qui ne consomme pas d'énergie, je prends et je le mets en œuvre. Non, bien sûr, bien sûr. Alors en vrai, quand on regarde, je ne veux pas minimiser ce truc-là. Voilà, c'est un vrai sujet dans le monde du digital. Le digital consomme de l'énergie et donc pollue. Ça ne se négociera pas, ça ne se discutera pas. En revanche, le sujet, c'est ce que ce service remplace s'il n'existait pas. Et la question, c'est est-ce qu'il est plus vertueux ou moins vertueux? Est-ce qu'il pollue plus ou est-ce qu'il pollue moins? Je vous ai parlé, je vous ai dit que moi, je n'étais pas trop pour les digital twins. Pour autant, dans certaines circonstances, je pense que c'est formidable. Regardez l'expérience de Nat Geo à Stonehenge. Stonehenge est aujourd'hui un site surfréquenté. Deuxième chose, c'est que, à moins d'être un Anglais, voilà, si vous voulez aller le visiter, il va falloir prendre l'avion, etc. Aujourd'hui, avec leur métavers de Stonehenge, on va pouvoir avoir une expérience qu'on n'aurait même pas si on était sur site. Pourquoi? Parce que on va pouvoir prendre des zoomés, c'est-à-dire voir le site depuis le ciel. On va pouvoir hyper-zoomer pour voir des détails sur les pierres. On va pouvoir simuler la course du soleil et de voir comment le site réagit par rapport à tout ça. Il y a des gens, moi ils viennent me voir, ils me le disent, je préfère avoir cette expérience digitale qui me permet une compréhension du site incroyable, qui m'enlève plein d'autres choses, je ne pourrais pas toucher, je ne pourrais pas avoir le vent qui vient me caresser la joue, mais pour autant, ça m'évite de devoir y aller. Dans certains cas de surtourisme, moi je prédis, et parce que je l'entends dans mes échanges, que certains disent, moi je préfère avoir une connaissance, comme aller mater un docu Nat Geo sur Netflix, plutôt que de me rendre sur place dans des conditions d'accueil qui sont déplorables. Et donc là, tout d'un coup, le service digital pollue beaucoup moins. Voilà. Donc la question, c'est on n'arrivera pas pour l'instant à minimiser. Après, quand même, une réponse, et comme ça, c'est Guillaume qui conclura. Nous, quand on fait des choses sur la blockchain, on prend une blockchain qui aujourd'hui est carbone neutre. Voilà, on peut choisir, il y a différents, je ne vais pas rentrer dans les sujets techniques, mais il y a différentes façons d'utiliser la blockchain avec des sujets plus ou moins polluants. On est quand même un certain nombre aujourd'hui à avoir cette conscience. On ne dit pas qu'on est les meilleurs, on dit qu'on est toujours attentif. Quoi qu'on fasse, on a une attention à cette dimension-là, et en l'occurrence, nous on utilise Polygon, qui aujourd'hui est neutre et peut-être demain positive. Merci. Et sur cette question, je vais rebondir pour finir, parce que j'aurais peut-être dû le dire aussi en intro ce matin par rapport à mon parcours lié au tourisme durable et qui m'amène en fait à cette question de la blockchain. On pourrait avoir un regard un peu critique là-dessus parce qu'on entend beaucoup dans les médias que cette question du Bitcoin en particulier est une hérésie en termes énergétiques. Pour rentrer quand même dans la compréhension de ça, ce matin, je vous ai expliqué en fait qu'il y a un système de transactions, plein de transactions qui rentrent dans un bloc, et en gros, on valide un bloc. Pour valider un bloc,
il faut qu'on ait un consensus sur les différents nœuds du réseau, donc les différents serveurs en fait qui sont impliqués dans le consensus, enfin, dans la gestion en gros de la blockchain. Il y a différentes méthodologies en fait de se mettre d'accord en fait sur une blockchain. Et la méthodologie de Bitcoin, c'est de dire on met en compétition l'ensemble en fait des mineurs, donc des serveurs et des machines sur la blockchain, et on les met en compétition sur un espèce de problème informatique mathématique. Et c'est le premier qui arrive à trouver la réponse qui va réussir à valider le bloc, et il va être rémunéré en fait pour cette question-là, pour ce travail-là. Et le problème, c'est que ça fait tourner plein de machines tous en même temps, et qui demandent énormément de coûts énergétiques. Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce consensus-là, qui est un consensus de travail. On peut utiliser d'autres consensus. Et par exemple, que ce soit Polygon, que ce soit Ethereum, ils ont décidé d'avoir d'autres consensus qui sont 99,9% moins énergivores. Et Ethereum a changé de processus. Ils étaient sur le même processus en fait que Bitcoin au départ, et ils ont changé de processus pour aller sur quelque chose de beaucoup plus carbone neutral. Et maintenant, ils ont réduit de 99% en fait l'impact carbone. Donc c'est possible, et c'est aussi ce travail encore à faire au niveau des différentes blockchains pour arriver en fait à cette question-là. Et ce que tu disais par rapport à finalement monde virtuel versus voyage réel, moi ça me fait penser, je crois que c'était il y a 8 ans, j'avais fait une conférence à Berlin avec à ITB, donc au Grand Salon du Tourisme de Berlin, pour échanger sur la question à l'époque c'était surtout en fait la réalité virtuelle. Et moi je disais moi je suis dans le tourisme durable et je vais vous parler en fait de la question du tourisme virtuel versus la problématique de consommer moins de voyages en avion, quoi. Et on était exactement sur les débats qu'on a avec Jean Covici aujourd'hui, 4 voyages par vie, etc. Et de se dire qu'à un moment donné, vu l'impact du tourisme sur le climat, 11% des émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est le tourisme, dont 77% sont dus au transport, et principalement à l'aller-retour, et en particulier l'avion. On peut se poser la question, en fait, à un moment donné, si on veut avoir une trajectoire bas carbone, qu'il va falloir remplacer peut-être certains voyages par à la fois des voyages de proximité, mais il y a certains trucs qu'on veut vraiment aller voir, et Stone Age est un exemple assez intéressant sur lequel peut-être que on compensera par de la réalité virtuelle et des mondes virtuels pour apprendre aussi et creuser les sujets encore plus, et qui sera peut-être pour un teasing pour faire un voyage très exceptionnel un jour là-bas, parce qu'on aura aussi des restrictions et des quotas. Mais en tout cas, il y aura forcément ce sujet qui va devoir jouer un peu sur les deux terrains, et ces expériences-là sont peut-être une des solutions ou des parties de solutions par rapport à ces enjeux aussi du tourisme durable dans l'avenir. Merci, j'espère qu'on vous a donné envie de vous intéresser à cette génération qui est très importante pour l'avenir de vos destinations. Merci à tous. Merci à tous.